Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la peur de la mort. La peur de sa propre mort, mais aussi celle de ses proches. Une peur qui peut naître dans l'enfance ou survenir à la suite d'un choc, comme un décès par exemple. Une peur qui paralyse et on peut le dire, qui bien souvent empêche de vivre. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Bernard Baudouin, vous êtes écrivain, vous avez écrit une soixantaine d'ouvrages et auteur notamment du livre Pour ne plus avoir peur de la mort aux éditions Ramsay. Un titre assez éloquent et nous en parlerons. Alors, si la peur de la mort vous obsède au point de ne prendre aucun risque, de ne pas prendre l'avion ni la voiture, le but étant de tout faire pour rester en vie, c'est plus que votre propre mort, c'est la mort de vos proches que vous craignez. Si on était même qu'un jour il pourrait disparaître et vous laisser, vous êtes insupportable, appelez-nous. Enfin, vous avez peut-être réussi à dompter cette peur de la mort. Aujourd'hui, vous vivez beaucoup plus sereinement. Racontez comment vous avez fait, Bernard Baudouin. Il y a finalement, dans la vie, j'allais dire, qu'une chose dont on soit sûr, c'est ni l'essence, ni le décès. Alors pourquoi cette mort reste aussi énigmatique finalement? Alors que c'est la seule chose dont on soit sûr. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on s'habitue à notre fonctionnement, à être là et puis à être entouré, à avoir, plein d'occupations dans notre vie et finalement on n'a pas envie de partir. On n'a pas envie que ça s'arrête. Malheureusement, c'est inscrit dans la trajectoire de tout individu pour l'instant. On verra plus tard, peut-être que ça va changer. Et je sais que plus tard, on ne mourra plus. Je ne sais pas, mais on a déjà repoussé L'espérance. l'espérance de vie et donc je pense qu'il y a effectivement un gros problème là à résoudre, c'est comment effectivement on va vivre, cette fin de vie, cette période qui est, bon, la fin de cette existence et le renoncement justement à toutes les choses qu'on a connues, toutes les choses qu'on apprécie et qui nous entourent tous les jours, quoi. Mais est-ce que vous pensez que la mort a changé de visage? Est-ce qu'avant elle était appréhendée autrement? Est-ce qu'on en parlait plus dans les familles? Est-ce qu'on en parlait plus tôt? Est-ce que le fait de mourir plus jeune, finalement, avait moins d'impact sur la vie qui était plus courte? Oui, tout à fait. Il y a un problème, à la fois de civilisation, un problème culturel aussi. Il y a eu une évolution. Bon, c'est vrai que dans le siècle précédent, par exemple, bon, c'est vrai qu'au début du XXe siècle, on avait toujours une vie, communautaire qui était plus importante. Les familles étaient plus importantes, plus soudées et c'est vrai que les morts, bon, les gens mouraient relativement en majorité chez eux. Mmh. Ils étaient entourés, il y avait des rituels, il y avait la famille, il y avait l'enterrement, il y avait la fête après l'enterrement. Beaucoup de choses, beaucoup de rituels, beaucoup de liens et puis on est passé dans notre société a beaucoup évolué très vite, hein. Pendant le XXe siècle, ça a été le siècle qu'on a le plus inventé en matière de technique, de technologie et là, du coup, a pris du retard Mmh. et donc les villes se sont développées, les familles ont explosé, les individus se sont, retrouvés plus seuls, plus solitaires Mmh. et on est arrivé au fait qu'à la fin du XXe siècle, bon, il y avait plus de 85 des gens qui mouraient dans les hôpitaux, en Mmh. fait et Et seul. donc voilà et seuls et avec ces images qu'on a tous de grands dortoirs, de lits dans les couloirs, pour ne pas parler de Mmh. mouroirs et tout ça, je veux dire, bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une tendance effectivement où on occultait et puis c'était les choses, les On les gens mettait de côté. on les mettait de côté et les gens ne voulaient pas voir. Mmh. Bon, bon alors tout ça, ça a permis de faire naître des grands mouvements comme les mouvements de l'euthanasie, les mouvements du Et suicide, les par soins exemple. palliatifs Alors aussi, les soins en palliatifs parallèle. sont venus après. Mmh. Il y avait l'euthanasie et le suicide et puis il y a en réaction à ça, il y a eu une solution qui a émergé peu à peu, qui était un combat militant un petit peu à un moment donné, qui était les soins palliatifs, qui était de dire: «On peut aider les gens, mais on peut les accompagner, on peut les aider». Mais justement, quand je vous entends parler des soins palliatifs, est-ce que c'est la peur de la mort ou est-ce que c'est la peur de mourir qui nous consume finalement? C'est de ne pas savoir comment en finir, quoi. Mmh. C'est-à-dire, c'est de ne pas savoir comment finir, c'est effectivement de vivre assez souvent une dégradation, si vous voulez, physique. Bon, on voit bien qu'on perd ses moyens, que peu à peu le corps diminue, les facultés diminuent, mais c'est aussi le fait qu'on ne sait pas comment appréhender ça. Je veux dire, avec d'abord soi-même par rapport à comment on appréhende le monde, et puis par rapport à tous ceux qui sont autour. Non, non, mais quand je vous posais cette question, la peur de la mort ou peur de mourir, c'est parce que d'après les sondages, en fait, les gens ont plus peur de la souffrance que de la mort elle-même. Oui, alors tout à fait. Alors la souffrance, c'est un autre problème, si vous voulez, parce que il y a la mort en elle-même, à savoir, bon, la fin de la vie, le moment où
où ça s'arrête, où le cœur s'arrête et on passe de l'état de vivant à l'état de mort. Et puis il y a tout ce qu'il y a avant, puis effectivement la douleur, la souffrance, ce qui a généré des mouvements comme, les associations pour, la mort dans la dignité, par exemple. Les gens signent, un testament de vie, ne veulent Avec le pas qu'on signateur qu'il y avait, qui tout avait à fait, organisé ça. tout à fait et donc les gens qui ne veulent pas qu'on continue à les soigner si effectivement, qu'il y a un acharnement thérapeutique, s'il y a plus rien à gagner en termes d'espérance de vie, en fait. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous, Philippe, vous êtes paniqué par la mort finalement? Oui, on peut le dire comme ça, oui. C'est-à-dire, depuis longtemps? Oh, bah, depuis que j'ai pris conscience de tout Ouais. ça, parce que je pense que quand on est enfant, on ne pense pas à ça, on n'en a aucune conscience. Rien? Mais, ça m'a surpris un jour parce que c'est surtout la nuit. Ça me réveille la nuit, le soir en me couchant. Quand je prends vraiment conscience de ça, je rentre dans un état de panique, en fait, et je sais pas si je dois me mettre en colère. En fait, ça me révolte, quelque part, parce que je trouve ça, un petit peu injuste. C'est vraiment à se demander, pourquoi on est là, à quoi on sert, quelque part. Et vous me parlez de la nuit, donc ce sont des cauchemars qui vous réveillent, des terreurs nocturnes, et puis après dans la journée ça passe, vous oubliez ou? Non, non, la journée, j'y pense pas, hein, puis même quand j'y pense, bah, ça me fait rien, tout simplement. Est-ce que c'est le fait de se retrouver dans le silence de la nuit? Parce que bon, je me réveille, en fait, assez souvent la nuit. Donc c'est pas que ça me réveille, après un cauchemar ou quoi que ce soit, non, non, c'est quand je me réveille, bon, je regarde l'heure et cetera avant de m'endormir et c'est là que j'y pense. Et vous pensez à quoi? À votre propre mort à vous, à la mort de vos proches, à ce qui va se passer après, à la manière dont ça va se dérouler? C'est surtout la mienne, hein, c'est pas celle des autres. Vous êtes mariés, vous avez des enfants Oui, oui, oui. et les autres vous en foutez? Alors, j'avais une petite précision pour ça justement, parce que c'est pas tellement le mot. C'est pas je m'en fous parce que c'est vrai que c'est toujours triste et on est Ouais. toujours malheureux de voir un proche partir, Ouais, mais je veux dire, ça me regarde pas, quoi. C'est leur problème, c'est pas le mien. C'est peut-être ouais. un peu égoïste. Non, c'est une façon de voir les choses, Philippe. Ouais, peut-être. Non, non, mais je sais plus, je voulais vous dire un truc. Donc c'est pas leur mort à la mort de vos proches finalement qui vous inquiète, mais c'est votre propre mort. Non, c'est la mienne, oui. Comme le disait votre invité là. Monsieur Baudouin? Oui, heu, c'est vrai, c'est la peur de ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Ouais. C'est surtout ça, on se pose beaucoup de questions. Vous êtes croyant? Non, Non. non, non, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue quelque part, heu, les gens que j'ai pu connaître et qui sont partis aujourd'hui, que je n'ai pas vu mourir, hein. Ouais, ouais. Par contre, les gens qui les ont vus passer d'un état à l'autre, Mmh. ont tous raconté la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un petit léger coma, juste avant et juste avant de mourir, on peut le dire comme Mmh. ça, ils se réveillent, ils regardent et puis là, il y a toujours un très large sourire, La l'air de dire béatitude finalement. je sais pas, c'est inexplicable, hein. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose avant, l'air de dire: «T'inquiète pas, tout se passera bien», Philippe, tout ça, ça devrait vous rassurer justement si les gens autour de vous ont vu la mort comme ça. oui, ça peut rassurer, mais je vous dis, ça me révolte parce que ça je trouve ça dégueulasse et Mmh. bon, puis c'est aussi le fait de pas savoir. Moi, j'aime bien croire que ce que je vois, je peux me dire aussi, après tout, avant de naître, on n'était rien, on n'existait pas. Eh oui. Donc peut-être que c'est un retour aux sources. Mais On ne sait pas comment c'était avant. Philippe, est-ce que ça a un impact sur votre vie? C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes plutôt du genre à essayer de faire plein de choses justement pour en profiter au maximum, même si j'aime pas le mot profiter? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre justement à devenir, complètement, inactif, à attendre ça, impuissant? Non, non, je suis pas du style passif. Voilà, mais je vis normalement, je fais rien pour, je vis pas à 100 à l'heure, j'essaie de pas faire un maximum de choses pour «profiter» entre guillemets. Mmh. Non, non, je me dis: «Bon, bah, j'ai des choses à faire», je les fais, non, 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 c'est Et la peur de la souffrance, tout ça, non, c'est pas ce qui vous inquiète le plus, c'est surtout l'après? oui, Mmh. oui, 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 ça m'inquiète, on va dire. Bernard Baudouin, Philippe, a un raisonnement assez normal, on ne sait pas ce qu'il y a après. Vous ne le savez pas, même vous qui avez enquêté, qui avez écrit plusieurs ouvrages, personne ne le sait. Tout à fait. Alors bon, il y a des pistes, bien évidemment, mais bon, on peut pas être, très formel et très concret. Bon, je crois que votre auditeur, bon, il a un problème existentiel que rencontre tout le monde à un moment donné, si vous voulez. Bon, c'est vrai que lui, il le rencontre l'a rencontré peut-être très tôt et beaucoup de gens le repoussent au maximum, ce qui fait qu'ils le rencontrent au dernier moment.
À savoir que bon, finalement, l'individu, il est seul et il est face c'est un problème entre lui et lui. Voilà, je veux dire, il est tout seul et c'est par rapport à sa trajectoire. Alors c'est vrai qu'on peut être concerné par les gens qui sont autour parce qu'il y a de l'attachement, parce qu'on veut pas voir partir un enfant, par exemple, avant nous, ou les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, c'est toujours un problème de l'individu qui est seul, avec sa vie dans les mains et qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand ça s'arrête. Alors après, il y a tout un questionnement sur ce qui peut se passer avant et comment on va le vivre. Bon, lui, il le vit plus ou moins bien, enfin, plutôt moins bien la nuit, plutôt bien le jour, mais ce qui est normal parce qu'effectivement, la nuit, c'est une fenêtre où on peut réfléchir, où on peut prendre un petit peu de recul. Mmh. Et là, il se trouve désarmé parce qu'il a pas de réponse. Alors c'est là, peut-être certaines pistes peuvent arriver qui sont soit culturelles, soit cultuelles. Mais vous me parlez justement de la nuit. On dit que les gens qui ont peur de mourir dorment moins que les autres. Vous l'avez, noté ça? Oui, bah, il y a des gens qui ont peur du noir parce que le noir est assimilé, vous savez, il y a des grandes traditions, des superstitions. Le noir, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on comprend pas, donc ça fait peur. Donc la peur étant assimilée à la mort, bon, c'est vrai que ça il y a un rapprochement qui peut se faire et puis c'est vrai que ce sont surtout parce que ce sont des moments où on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser, on a le temps de prendre de la distance et on a le temps aussi de se trouver désarmé par rapport au Donc effectivement, les gens qui ont très peur dorment moins et puis peut-être, l'impression de perdre leur temps en dormant, de ne pas vivre. Oui, mais ça, je crois que c'est pas tellement le besoin on rencontre pas tellement le besoin de remplir au maximum, sauf peut-être chez, les grands patrons d'industrie, les businessmen et ainsi de suite, qui veulent absolument accomplir des choses, faire des choses, ou les gens qui amassent de l'argent, si vous voulez. Mais sinon, je crois que c'est pas un problème de remplir, je crois que c'est plutôt, comme je disais, un problème existentiel. Je veux dire, ça dépasse le social, ça dépasse les habitudes, quoi. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est assez intéressant, entre la peur de la mort et la peur de mourir. Oui, C'est vrai que c'est assez paradoxal parce que j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de la mort. ouais. C'est ça. Et alors que c'est souvent l'inverse, Ouais. dans les sondages, les gens ont plus la peur de mourir, de ce qui va se passer, de la souffrance, de comment ça va se passer, à quel moment, et cetera, plus que de la mort en elle-même, puisqu'ils se disent: «Bah, finalement ça, on ne sait pas, quoi». Non, parce que moi, la peur de mourir, je l'assimile, si vous voulez, à quand je m'endors. Je veux dire, je m'endors, je ferme les yeux, puis bon, le lendemain matin, je me suis même pas aperçu, je me suis endormi, si vous voulez. Donc je le prends dans ce sens-là. Mais ça se passera peut-être comme ça, hein? On ne sait Peut-être pas. parce que le réveil, je sais pas quand est-ce qu'il sera. De toute façon, on peut dire à tous nos auditeurs et nos auditrices et nos auditeurs que nous n'avons pas de réponse. Personne n'en a. Malheureusement, oui. Malheureusement. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. Au revoir, bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, vous avez, je peux dire votre âge, Daniel? Oui, 62 ans? oui, je vais avoir 63 au mois de février. Oui. Et donc la mort, vous fait peur? Et la mort, mourir me fait peur et à contrario du monsieur qui vient de parler, j'ai peur pour moi et pour les enfants, mes petits-enfants Oui. et même pour des animaux et le soir aussi, ça m'arrive la nuit, comme je ne dors pas bien. C'est vrai que l'écrivain vient de dire, c'est surtout la nuit que ça m'angoisse, quoi. Alors on a le temps de penser à tout, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y a après, que personne ne peut nous le dire, c'est vrai, c'est qu'il Donc là aussi, encore une fois, c'est plutôt la peur de ce qui va se passer après, Oui, et plutôt puis que de la mourir, de quitter tout ce qu'on aime et de pas avoir eu le temps de tout voir et de tout profiter, quoi, de la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Peur de pas voir tout ça. Vous avez 62 ans, je le disais, Daniel. Oui. Cette angoisse de la mort de la vôtre et de celle de vos proches, vous l'avez toujours eue? Non, je l'ai eu, vraiment, peur de la mort depuis 88 seulement. Il y Quand a eu un vous avez événement dit au particulier? standard, bah, que j'avais perdu une amie qui a été trouvée morte chez moi, quand j'étais en vacances et c'est là tout s'est passé. Après, j'ai perdu un frère, à 34 ans. J'ai perdu une cousine qui s'est noyée il y a 3 ans. Tout ça, ça m'a fait encore plus peur de la mort qu'avant. Bernard Baudouin, on retrouve souvent ça en fait, hein. Des gens qui sont confrontés finalement à la mort de proches. En plus, un traumatisme important, j'imagine, chez Daniel, puisque ça s'est passé dans son domicile, dans son propre domicile. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on se met à y penser. Ah oui, parce que la mort, bon, quand on en parle comme ça, c'est quelque chose d'abstrait, si vous voulez. Bon, on voit les informations, on entend qu'effectivement, il y a eu des massacres, oui, c'est Tous les jours, hein, on en parle. oui, tout à fait. Bon, des accidents tous les jours. Mmh. Donc, ça reste abstrait. Et à partir du moment où ça commence à toucher des gens qu'on connaît, je veux dire, ou le travail, ou les amis, puis après la famille, je veux dire, à ce moment-là, ça devient de plus en plus proche ça touche d'autant plus les gens et ça les interpelle eux dans leur trajectoire à eux. Et ce que disait cette dame qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'effectivement le problème,
c'est qu'en fait, le problème qu'on a avec la mort, c'est toujours par rapport à la vie. C'est-à-dire que le sens, quand elle dit: «J'ai pas le temps, j'ai peur de pas avoir le temps de faire des choses dans la vie», il faut bien penser que si on pense à la mort différemment, et c'est un peu pour ça que j'ai écrit cet ouvrage, si on pense à la mort différemment, on peut donner un autre sens à la vie et on peut enrichir les choses. Je veux dire, pas forcément faire plus de choses, mais vivre beaucoup plus pleinement chaque instant, beaucoup plus pleinement chaque grand moment, que ce soit avec la famille, avec les enfants, les petits-enfants et avec les toutes petites choses, ça Mais relativise. c'est quoi voir la mort autrement? Mais la mort autrement, c'est ne plus refuser, ne plus occulter, ne plus se débarrasser de cette peur, parce que cette peur, elle est là parce qu'on ne Est-ce comprend qu'on peut pas. s'en débarrasser? Oui, je crois qu'on peut s'en débarrasser, oui, tout à Vraiment? fait. Oui, oui. Sur vos doigts. Est-ce Oui. que vous avez peur de votre propre mort? Non, Rien du tout? non. Donc ça vous avez fait un travail? Parce que Bah, j'imagine que oui, c'est pas c'est bon, alors, je sais pas si mon exemple peut servir mais moi quelque ça part. m'intéresse. Mais c'est vrai, d'abord, j'ai écrit cet ouvrage parce que j'ai beaucoup travaillé sur les civilisations passées, sur les grands courants de spiritualité, et c'est vrai que je suis arrivé à la conclusion que, la vraie quête de l'homme quelque part, c'est toujours par rapport à cette interrogation sur la mort, si vous voulez. C'est-à-dire que regardez vos auditeurs, tous se posent la question de savoir, pas tant de savoir comment on meurt et comment c'est difficile de mourir, mais qu'est-ce qu'il y a après et à quoi ça sert tout ça? Et en fait, toutes les civilisations se sont posées ce type de questions-là, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de réponses. Des réponses qui sont des réponses religieuses, des réponses, voilà, il y a pas de réponse scientifique pour l'instant, hein. Je veux dire, donc on va pas avancer plus, ça fera peut-être l'objet d'un autre ouvrage, mais c'est vrai que je crois que plus on y pense tôt et plus on travaille là-dessus et plus on arrive à se démarquer et à prendre du recul. Bah, la question que je pose toujours, c'est de dire aux gens: «Est-ce que vous êtes prêts à partir aujourd'hui?» Si vous le jour où vous répondrez «oui», vous aurez, atteint un état de Oh, moi je dis non, hein. ouais, je sais bien, je sais bien, Vous dites quoi vous, Daniel? Vous êtes avec moi? Vous dites non? Ah non, non, j'ai non du tout. Non, non, parce que je ne veux pas partir du tout, et surtout pas maintenant, hein. Le plus tard possible est bien. Mais est-ce que le fait d'arriver donc comme vous venez de nous le dire, à ne plus en avoir peur, même si ça me paraît assez difficile, on peut intégrer fait qu'on vit mieux? Est-ce que vous êtes sûr de ça? tout à fait, parce que je crois que ça relativise beaucoup de choses. Mmh, Ça relativise beaucoup de choses mmh. et on a une perception de l'essentiel et de ce qu'est véritablement la vie, de l'essence de la vie, qui est tout à fait différente, si vous voulez. À ce Mais est-ce que c'est pas plutôt le contraire? Est-ce que le fait de savoir qu'on va mourir et que de toute façon, bah, on ne sait pas ce qui se passe et cetera, est-ce que c'est pas ça justement qui fait qu'on vit peut-être autrement et mieux? Ça peut marcher dans les 2 sens, mais bon là Voilà. non, non, mais le problème, c'est quand même qu'il y a, une grande, grande majorité de gens qui sont totalement, perdus, effrayés, terrorisés par l'idée de la mort et la perspective effectivement, à la fois de souffrir et que ça s'arrête. Mmh. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut vivre ces moments-là différemment et percevoir ces moments-là différemment. Oui, mais Freud disait: «Il y a 2 pulsions, Eros et Thanatos» et donc on a besoin de ces 2 pulsions pour que tout s'équilibre. Tout à fait, mais remarquez dans la vie qu'on mène de tous les jours, on ne parle que de la vie. On n'intègre pas. Je pense qu'il faut réintégrer le fait qu'on va vers une fin, qu'il y a une fin, bon, elle est évidente, mais l'intégrer dans tout ce qu'on fait, si vous voulez, pas de manière, à ce que ça nous prenne la tête et que ce soit pathologique, mais de manière à ce que, on soit toujours dans ce rapport-là, si vous voulez, qui fait que, c'est intégré dans tout ce qu'on fait et ça n'est pas repoussé simplement, au calendrier grec, le plus tard possible. Et je pense que et les spécialistes s'accordent à reconnaître aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on arrive à démailler ce système-là, si vous voulez, ce système de peur, de terreur, d'insomnie, toutes ces choses, effectivement, on arrive à des choses beaucoup plus sereines et on parlera tout à l'heure des soins palliatifs et des gens Mmh. en fin de vie qui arrivent à vivre cette étape-là de manière tout à fait, assumée, accomplie et paisible. Avec un véritable accompagnement. Tout à fait. Daniel, nous avons un point commun toutes les 2, hein, nous ne sommes pas prêtes aujourd'hui. Merci beaucoup Daniel. Au revoir Daniel. Au revoir. Christiane, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Christiane, vous avez 53 ans Oui, et vous n'avez pas peur de la mort. je n'ai pas peur de la mort. Racontez-moi. Oh, bah, c'est un petit peu difficile parce que effectivement, quand on m'a rappelé, je ne m'attendais pas à être appelée, alors j'ai préparé ça un petit peu vite, mais bon, je n'ai pas peur de la mort parce que je pense que, bon, bien, tout a une fin, comme, par exemple, on parlait des animaux, enfin, j'entendais l'auditrice précédente qui parlait des animaux. Mmh. Donc, bah, un animal, est comme nous, va mourir aussi. Lui, je ne sais pas s'il se pose la question ou pas. Mais la seule différence a priori entre justement, les humains, c'est qu'ils ont conscience de leur mort. Alors que les animaux, vous le dites très bien dans votre livre d'ailleurs, n'ont pas, eux, conscience de leur Oui, mort. tout à fait. Tout à fait. Mais nous, mais vous savez, je vous demandais tout à l'heure à votre invité s'il avait Bernard Baudouin.
Bernard Baudouin, oui, mais s'il avait peur de la mort, il vous a répondu non, il marche tout à fait dans mon sens d'ailleurs. Est-ce que je suis prête à mourir aujourd'hui? Pas de mort violente, c'est-à-dire que si on me disait on vient de vous tirer une balle dans la tête, là je serais pas prête. Mais si à la fin de notre conversation je raccroche le téléphone et que je m'écroule, bah tant pis, hein, c'est comme ça, et puis voilà quoi. Oui, mais le tant pis, c'est plutôt le côté, fataliste finalement chez vous? Si on veut, on peut le prendre comme ça, effectivement, c'est le côté fataliste. Mmh. Mais bon, j'espère bien que ça ne va pas arriver, hein. Et Je suis pas spécialement pressée. moi aussi, Christiane, j'espère que ça va pas Je mal. suis pas spécialement pressée, mais je veux dire par là que, bon, ce qui se passe après, je ne m'en préoccupe pas parce que je me dis: «Bon, de toute façon», comme on dit très souvent, personne n'est revenu pour nous le dire. Bon, il est vrai que très souvent, on nous a fait peur avec la mort, surtout quand on est de religion judéo-chrétienne, avec Oui. l'enfer, le diable et tout dans les flammes de l'enfer et tout ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, on peut avoir peur de la mort, mais bon, quand on a dépassé ça, quand on se dit: «Bah, toute façon, là non plus, personne n'est revenu pour nous dire s'il y avait vraiment l'enfer ou autre». Et c'est vrai que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut entendre sur bon, les cauchemars qu'on peut faire par rapport à ça, c'est l'impression de partir dans un grand vide et dans un grand trou noir. Est-ce que c'est, je sais pas, je peux pas vous dire. Moi, personnellement, c'est bon, les jours où ça arrivera, parce que ça arrivera, mais comme je vous l'ai dit, j'espère ça le plus tard Oui. possible. Ami Dieu, ça arrivera. Voilà, quoi. Dites-moi Christiane, vous avez été touchée par la mort d'un de vos proches? Oui, j'ai été touchée par la mort de mon mari qui est mort d'un cancer du foie à mon domicile en 76. Mmh. Et là, j'ai pensé que pour lui, du fait qu'il avait beaucoup souffert, c'était enfin un soulagement. Oui. Et vous l'avez vécu, vous, comme un soulagement Je l'ai parce que vécu. vous avez pu l'accompagner, Voilà, être présente? j'étais présente et je l'ai vécu comme enfin l'aboutissement d'une longue agonie. Mmh. Et pareil pour mon père qui est mort il y a quelques années aussi. Là, je n'étais pas présente, mais ça a été aussi la fin d'une longue agonie. Et est-ce que c'est à la suite de ce décès que vous avez finalement, travaillé sur, la mort et que depuis vous n'avez plus peur de la mort? Inconsciemment peut-être, Ouais. inconsciemment peut-être, Mmh. parce que je n'ai pas fait de travail psychologique, enfin de travail psychothérapeutique spécifique là-dessus, Mmh. mais inconsciemment peut-être que je me suis. Je pense que si ces 2 personnes dont je vous parle avaient disparu comme ça, bêtement, Brutalement. brutalement, merci, je ne trouvais pas le mot, là, peut-être que ça m'aurait fait peur, mais sachant que ces 2 personnes étaient malades et que, c'était bien pour elles qu'elles partent comme ça. Oui, donc il y a eu ce côté accompagnement, soulagement qui vous a amené à cette sérénité Tout à finalement. fait. Merci Christiane pour Je vous votre en prie. appel. Je vous en Merci, prie. bonne journée Christiane. Au revoir. Je suis avec Bernard Baudouin, écrivain, auteur de Pour ne plus avoir peur de la mort aux éditions Ramsay. Christine, bonjour. Oui, bonjour. Christine, vous avez 39 ans, Oui, vous êtes croyante? oui, oui, j'essaie de l'être, hein. J'étais pratiquante parce que j'ai été élevée chez les religieuses, enfin, Oui. peu. Vous êtes croyante pratiquante et on sent une petite faiblesse là, on sent que c'est plus ce que c'était. Oui, tout à fait. Ben oui, il y a pas longtemps, bon, ben, je pratique plus, je crois, j'ai des doutes, quoi. Et depuis ce temps-là, eh bien, ben, je me suis rendu compte que la mort n'est plus ce qu'elle était. Parce que pour moi, c'était une fois morte, eh ben, il y avait quelque chose après, quelque chose de beau. Ouais. Et puis depuis que, évidemment, que je pose des questions et j'ai vraiment peur parce que je savais pas qu'il pourrait y avoir un vide. Moi, pour moi, c'était Tout allait bien finalement tant que vous étiez croyante, vous voyiez la mort autrement. oh, oui. Et qu'est-ce qui a fait que votre foi a un petit peu, baissé de pression là? Bah, j'ai découvert, ça a rien à voir, enfin pour moi ça a rien à voir avec Dieu, mais avec, tous les représentants parce que, j'ai découvert, des choses qui m'ont interpellée, qui m'ont donné un doute parce qu'avant j'avais aucun doute et il y avait des choses qui collaient pas du tout avec mes convictions, avec ce que j'avais appris donc j'ai dit: «Ah peut-être que c'est pas, vrai, c'est pas exactement ça» et puis depuis, ben, je vous dis, bon, bah, comme l'aboutissement de ma croyance, moi je suis chrétienne, donc moi c'était la résurrection et tout ça. Mmh. J'ai dit peut-être donc tout le reste, mais ben, je me pose des questions et notamment, et là, la mort, bon, ça a été flagrant, quoi. Et puis j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est
C'est quoi? Pourquoi? Alors pourquoi qu'on est sur terre? Pour rien, alors c'est vrai que quand j'y pense vraiment, alors là, j'ai vraiment, une peur, terrible, donc bon après, je raisonne et Mais on est peut-être sur terre pour vivre. bah oui, mais bon, moi, dans ma tête, après, bon, pour vivre, puis après, pour vivre, mais c'est tout. Vivre et mourir. Ah oui, mais bon, moi, je trouve ça, Mais on sent que vous êtes devenue très sceptique, hein, Christine. ah oui, Vous n'avez plus la foi du tout, vous n'êtes plus croyante du tout. bah, je vous dis, j'espère que Dieu existe, mais tout le reste, non. Je crois pas du tout, mais j'espère, mais là, franchement, j'espère, mais franchement, je suis pas aussi convaincue qu'avant. Voilà. Donc on peut dire, Christine, que chez vous, le fait d'arrêter de croire a tout de suite mis en avant cette peur de la mort. Ah oui, Et depuis, ça vous obsède. bah, quand oui, j'essaie de pas trop réfléchir parce que bon, autrement, je trouverais qu'il y aurait aucune valeur à vivre, quoi, puisque bon, il y a rien après, je vois pas pourquoi qu'il faut vivre. Donc en fait, avant, si je résume, vous ne viviez que pour l'après. Bah, ouais, par rapport à l'après, là, c'est comme ça que j'ai été élevée, bon, on est éduqué, on s'éduque, par rapport à ce qui va se passer après. Moi, c'est comme ça que j'avais compris et que je croyais que ça devait être. Puis, à partir du moment où j'ai compris que, ah, c'est peut-être pas vrai, Mmh. j'ai pas dit que c'est, hein, moi, chacun croit comme il veut, Ouais. mais pour moi, hein, personnellement, j'ai dit: «Bah, alors la mort, c'est pareil, Christine, vous avez des enfants? bah oui, j'en ai 3, oui. À quoi? Bah oui. Ah oui, bah, ça me fait peur pour, enfin, moi, ça fait peur pour eux aussi. Moi, bah, par rapport à la mort, bon, ça c'est sûr que je sais pas si, je pourrais supporter de les perdre, mais c'est comme ça maintenant. Parce qu'avant, j'étais très, naïve, très, Donc, do- insouciante. donc finalement, Christine, avant, avec vos enfants, vous les avez faits, mais à la limite, vous les avez faits pour ce qui leur arriverait après, pour ce qui se passerait après leur mort. Et là, maintenant, vous êtes angoissée de les avoir faits parce que vous dites, mais finalement, il n'y aura plus rien après. Ouais, je dis: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va leur a» enfin, bon, bah, je leur donne, ce qu'il faut mais bah, enfin, j'espère qu'ils auront pas ce vide-là, qu'ils auront, Et votre mari est croyant aussi? Heu, pareil, mais lui, il se pose quand je lui ai dit tout ce que la révélation que je venais d'avoir, il me dit: «Mais dis donc, tu te tracasses drôlement la tête». Lui, non, lui, il est très, carré peut-être, sûrement, mais lui, il dit: «Bon, on vit, on essaie de pas trop de vivre bien, de pas, enfin de pas trop te faire de mal et puis voilà, on verra bien». Et vous transmettez, vous en parlez avec ils ont quel âge, vos enfants, Christine? J'en ai, 7, 4 et 2. D'accord. Et vous en discutez avec eux? Vous leur avez transmis un peu? Parce qu'on vous sent très angoissée, hein? Je leur dis: «Bon, d'accord, vous voulez, croire en quelque chose, je peux vous donner certaines enfin les pistes que je connais. On voulait, mais sans plus. Je ne Alors là, il sera hors de question que je leur inculque, que je leur, oblige, soit d'aller à la messe, soit de croire vraiment en quelque chose, vraiment de non, non, non». Dites-moi, vous m'avez dit qu'il y en avait un donc qui avait 7 ans. À 7 ans, c'est l'âge où on se pose beaucoup de questions sur la mort. Qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous demandent, ce qu'il y a après la mort? Ah non, non, en ce moment, elle parle de Dieu. Ouais. Ouais, elle dit que, j'ai une fille, mon aînée, c'est une fille. Elle dit que bon, elle croit en Dieu et que bon, elle, pose des questions. Je dis: «Écoute, tu veux faire ta première communion?» mais bah, après moi, tu fais c'est comme tu sens toi, mais par rapport à la mort, bah, je lui dis que non, peut-être que j'ai des doutes, on en a pas parce que moi, c'est quand même intérieur parce que j'ai tellement peur que je vais non, je me rappelle pas que je leur ai transmis cette découverte, hein. Avant, quand moi j'ai perdu ma grand-mère, il y a 2 3 ans, elle a donné son corps à la médecine, mais moi, pour moi, comme, bon, je dis: «Bon, c'est normal», puisqu'après il y a pour moi, ça m'a pas fait toucher. Bon, elle me manque beaucoup, mais c'est tout. Mmh. Moi, j'ai dit que mon amie, elle est, partie dans un endroit où, on ne souffre plus. Voilà ce Mmh. que voilà, on ne souffre plus. Normalement, on ne doit plus souffrir et pas les mêmes souffrances qu'ici. Enfin, il y a pas de souffrance, voilà, c'est tout. Mais non, je ne vais pas, d'abord, non, je peux pas lui raconter des histoires d'abord que je ne Mmh. connais pas Et auquel vous ne croyez plus. ouais, Bernard Baudouin, donc Christine a une révélation à l'envers, hein, finalement.
religion et mort, ça change tout. Bah, ça change tout, oui, et puis en fait, on voit très bien dans ce cas-là, qui est un exemple typique, c'est que les sociétés sont construites, je veux dire, en fonction de d'une préparation à la mort. Je veux dire, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans une société, dans le social, et on le voit aussi bien dans les anciennes que dans les modernes, je veux dire, tout est structuré pour effectivement donner un sens à la vie, et donc par rapport aussi à la mort. Et on le voit, tous les grands courants spirituels ont été organisés un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que en donnant en donnant des rituels, en donnant des habitudes, en donnant un sens communautaire, si vous voulez, ça donnait aussi un sens à la vie, et donc un sens à la mort, et éventuellement à l'après-mort. Non seulement un sens à la vie, mais le bien et le mal, puisque sur toutes les Tout à religions, fait, il y a l'accès au paradis ou non. tout à fait. Et donc, Alors là, il y avait 2 choses, il y a encore 2 choses qu'il faut dissocier. Il y a d'une part le fond du message à chaque fois de ces grands courants spirituels, et puis la forme. Apparemment, de ce dont parle cette dame, c'est que la forme, je veux dire l'architecture de ce qu'elle a rencontré dans la religion catholique, lui a posé un gros problème parce qu'elle a eu une confrontation très difficile avec des pratiques cultuelles ou de l'ordre, je sais pas moi, de l'organisation de l'Église, ou de ce qu'ont pu faire certaines personnes patentées de l'Église, par rapport à sa foi profonde, en fait. Donc c'est ces pratiques-là, les pratiques d'une Église, qui ont remis en question le fondement de sa croyance, en fait. non, mais est-ce qu'on ne risquerait pas, en n'ayant plus peur de la mort, donc sur quoi vous travaillez, justement de ne plus arriver dans la vie à essayer de faire le bien pour peut-être cet accès à quelque chose d'extraordinaire? Non, parce qu'il y a des alternatives. Je veux dire, on voit par exemple aujourd'hui, pour citer qu'un seul exemple, l'exemple du bouddhisme, en Occident, je veux dire qu'il y a une poussée qui est importante, hein. Bon, je veux dire, faut quand même relativiser. Il faut savoir qu'on parle beaucoup du bouddhisme médiatiquement, et que ce bouddhisme-là, c'est le bouddhisme tibétain, qui représente 5 du bouddhisme seulement, et que quand même Je rappelle que vous êtes un expert, vous avez non, non, écrit plusieurs ouvrages sur le bouddhisme. mais que quand même la religion qui est le plus en progression dans le monde, c'est la religion catholique, Mmh. notamment à cause de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Et ceci étant, le bouddhisme, la grande percée du bouddhisme, c'est quoi? C'est de dire qu'ils amènent des idées, et qu'en fait, ils n'amènent pas de structure. Mmh. Et ça fait toute la différence, parce que les gens prennent des choses, au niveau du fond, mais n'ont pas une rigueur, ne sentent pas une rigueur de structure. Christine, vous pensez que vous pourriez dériver vers une autre, religion Moi, peut-être? je l'ai toute faite. Oh là là! C'est toi essayer, bon, parce que justement, je voulais, moi, je suis pas du genre à dire, c'est nous qui avons raison et Ouais. pas les autres. J'ai Tolérante. d'être assez ouvert. Donc, j'ai essayé aussi le bouddhisme, non, alors, c'est pas mon truc de tout le temps philosopher sur tout, non. Les musulmans non plus. Enfin, j'ai presque tout essayé. Et pour moi, bon, moi, Vous êtes en quête, hein? comment? On sent que vous êtes en quête, perpétuelle, hein, Christine. Merci beaucoup pour votre appel. Je vous en prie. Merci Bonjour à à vos 3 petits-enfants. Au revoir, Merci, au Christine. revoir. Au revoir. Aline, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous avez 57 ans Oui. et ce n'est pas la mort qui vous effraie vraiment, Du vous? tout. Du tout, du tout. C'est le fait, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est le fait, d'être vraiment morte qui m'inquiète. C'est-à-dire que vous avez peur qu'en fait, qu'on vous considère comme morte alors que vous ne le seriez pas? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça fait que j'ai déjà choisi l'incinération, comme ça, je crois, je mets davantage de chances de mon côté. Mmh. Je voudrais aussi avoir une piqûre, genre euthanasie avant d'être, parce que même pour être incinéré, il faut se retrouver dans un cercueil. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement, cette histoire d'être, Considérée comme morte alors que vous ne l'êtes voilà, pas. Et voilà. vous savez, Merlin, qu'avant de déclarer quelqu'un comme décédé, il y a plusieurs choses que l'on pratique, hein, notamment des injections sous la peau, etc., pour être sûr que la personne est bien décédée. Je ne fais peut-être pas confiance. Ben, il faut quand même faire confiance. Non, mais j'ai Mais trouvé d'où ça vient cette peur? Vous savez, vous avez vu des films où les gens essayaient de sortir des cercueils, vous avez... bah, il y a eu déjà la guerre du Vietnam qui m'a impressionnée avec les témoignages, Ouais. qu'il y a eu. Ouais. Bon, deuxièmement, j'ai fait récemment, enfin ça fait quelques années maintenant, des séances de rebirth. Et C'est-à-dire? comment? C'est-à-dire? C'est-à-dire, remonter à l'état de fœtus et à l'état, tendre, très, très tendre, enfant. Oui. Et il me semble avoir trouvé une explication, ça remonte à 3 4 ans. Bon, je suis née en 44 en Lituanie. Ma mère, était en exode pour, rejoindre l'Allemagne de l'Ouest pendant 1 an avec tout ce que ça comporte.
et moi bébé dans un landau. Ouais. Et lors de chaque séance, je me retrouve, je pense que c'est un landau, caché, complètement camouflé, et à chaque fois, bon, j'ai craqué et j'assimile ça à un cercueil. Mmh. Mais ça, c'est récent, ma découverte, parce que cette angoisse que j'ai d'être, enterrée, entre guillemets, puisque je vais Vivante. être incinérée, me hante depuis toujours. Ben, j'ai un côté claustrophobe, mais pas à ce point-là qui m'empêche, de prendre un ascenseur ou l'avion ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait un lien entre, ces souvenirs de bébé, que je n'ai pas vécu, consciemment évidemment, et cette peur, et peut-être que ma mère m'a transmis aussi, pendant son exode, la peur de la mort. Mmh. Bernard Baudouin, donc là, c'est la peur de ne pas être mort finalement. Est-ce que vous l'avez retrouvé dans votre enquête? Puisque votre livre est une grande enquête. Oui, tout à fait. Je crois les gens, bon, il y a une grande incertitude autour de la mort et sur, tout ce qui est l'approche de la mort et comment ça va se passer. Une des grandes peurs des gens, c'est comment est-ce que ça va se passer? Je veux dire, comment est-ce que ça va se passer et à partir de quel moment est-ce qu'on est vraiment mort? Je veux dire, est-ce que quand on est dans le coma, on est, un coma stade 3 ou un stade 4, on est encore vivant? On le voit avec les gens, par exemple, qui font des prélèvements ou des choses comme ça. Je veux dire, les familles sont complètement déboussolées, les gens ne savent pas du tout de quoi on leur parle. Il y a des études qui ont été faites aussi auprès des professionnels. Il y a des formations maintenant pour les professionnels, pour qu'ils arrivent à employer des termes qui soient compréhensibles par les familles, parce que chacun est dans son monde, en fait, et les gens ne savent pas du tout, savent plus du tout où ils en sont. De parler du prélèvement d'organes, c'est vrai que quand on a quelqu'un qui est donc médicalement mort, mais qui est encore chaud, dont le sang circule, où le médecin vous dit: «Mais il est mort», alors que vous le voyez encore chaud, Voilà, c'est ça, quand on dit aux gens difficile. quand on dit aux gens qu'ils ont un proche qui est en état de mort cérébrale, je veux dire, bon, qui est le seul stade où on peut faire un prélèvement, pour une transplantation, bon, les gens comprennent pas parce qu'ils voient un corps, ils voient, il est intubé, il est bon, il y a des appareils, mais la personne La est cage vivante, thoracique lourde. exactement, on le touche, il est chaud. Je veux dire, donc là, il y a une grosse problématique d'information Mmh. et pour ça, on est obligé maintenant de former les professionnels pour qu'eux fassent repasser le message, redescendre le message vers les familles. Mais enfin, reconnaissons-le, les accidents qu'on a beaucoup médiatisés, hein, de gens, qu'on voyait griffant les cercueils, ça ne peut plus arriver. C'est des choses qui n'arrivent plus, mais qui sont arrivées effectivement et qui ont pu marquer beaucoup, les gens. Bon là, je crois que concernant votre auditrice, bon, je crois qu'il y a effectivement un problème de traumatisme, si vous voulez, qui fait qu'il y a quelque chose à chercher peut-être, plus profondément. Il y a quelque chose qui s'est imprimé à un moment donné dans sa vie, dans sa trajectoire quand elle était très petite. Mmh. Il y a des choses à ressortir très probablement pour évacuer ça au maximum. Mais je crois qu'elle les a bien Oui, bien tout à travaillées fait, dessus, tout à hein. fait. Merci Merline Rien, est-ce pour que je votre pourrais appel. ajouter quelque chose? Bien sûr. Je pense, pour résoudre mon problème, je vais prendre la décision de donner mon corps à la science. Comme ça, au moins, je suis sûre. Mais vous nous avez parlé d'incinération? Oui, ah oui, parce qu'après, je ne peux pas être incinérée. Ben non, Ah oui, c'est faut vrai. choisir. Vous réfléchissez? Merci Merline. Au revoir. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Vous n'avez pas peur de la mort, vous? Non, pas du tout. Alors, bon, je pense que je vais peut-être vous expliquer pourquoi. Enfin, Ah je bah oui, pense ce que serait c'est bien pour ça. ça. Bon, j'ai 50 ans et j'ai été élevée dans l'amour permanent d'une grande sœur qui aurait aujourd'hui 67 ans Ouais. et qui est décédée à l'âge de 50, donc que je n'ai pas connue. Et donc, pour moi, tout naturellement, bon, ben, ceux qui partent restent dans notre cœur et ne meurent jamais vraiment. Elle est dans votre cœur donc alors que vous ne l'avez jamais connue? Jamais. Depuis 50 ans, elle est dans votre cœur et vous l'aimez, vous pensez à Oui, elle? bien sûr, tout à fait, comme d'autres personnes que j'ai connues et qui sont mortes. Et c'est pas du tout morbide, hein, Ouais. j'y pense pas en permanence, mais quand j'y pense, ben, c'est toujours d'une manière très sereine. Alors, je pense que la mort, c'est une différence de présence ou la présence de l'absence, hein, Ouais. et que la vraie mort, par contre, c'est l'oubli total, quand on oublie totalement quelqu'un. Ce que vient de dire, Béatrice, c'est ce qui nous meut en permanence finalement. Quand on voit donc, les autres qui écrivent pour que ça reste, pour qu'on ne tombe pas dans l'oubli. Quand on dit que si l'on fait des enfants, c'est justement pour être encore présent, pour être là, pour qu'on ne nous oublie pas. C'est très joli ce qu'elle vient de dire, Oui, cette notion de présence, de différence. Justement, ce qu'elle dit et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a une perception de la mort qui est bien particulière. C'est-à-dire que la mort prend un sens différent en fonction de comment elle la voit elle. Et c'est bien la preuve qu'on peut changer la vision qu'on a de la mort, si vous voulez. C'est-à-dire que à partir du moment où on l'intègre dans sa vie,
bon, à ce moment-là, on peut lui donner le sens qu'on veut, en fait. On n'est plus obligé de se raccorder à un sens qui est un sens, que la société nous donne ou que le médical nous donne, si vous voulez. Donc on peut véritablement générer une manière de voir la mort qui est tout à fait positive parce qu'apparemment ça se passe très bien et elle le gère, depuis très longtemps depuis très longtemps. Simplement, elle part de cette différence, je veux dire, elle gère les choses différemment. Je veux dire, les êtres qui sont partis sont ailleurs, sont différemment. Dans les pensées. Voilà, tout à fait et ce ne sont pas bon ça va au-delà du corps qui est sans vie. Pour vous, la véritable mort, finalement, Béatrice, c'est l'oubli. Ah oui, je pense que quelqu'un qui est mort en moi, c'est quelqu'un que j'ai oublié totalement. Vous avez des enfants, Béatrice? Oui, bien sûr, j'en ai 2. Et vous avez peur de leur mort? Écoutez, je me suis souvent posé la question et je pense qu'avec ma perception de la mort, j'accepterai cela. Mmh. Alors, je vais vous dire, bon, je pense que la seule chose dont nous soyons sûrs en naissant, c'est que nous allons mourir. Oui. Nous avons commencé l'émission comme ça. Voilà. Alors, on peut avoir peur de souffrir, on peut avoir peur de partir sans Ouais. accompagnement. Oui, d'accord, ça, c'est bien fondé aujourd'hui des soins palliatifs. Mais je crois que la mort, ça fait partie intégrante de la vie. Mmh. Ce qui n'empêche pas d'avoir de la peine d'une séparation, hein, mais bon, là, j'avais dit que on a de la peine quand on quitte quelqu'un sur un quai de gare qu'on va pas voir pendant plusieurs mois. Ouais. Mais Béatrice l'accepter, ça ne veut pas dire être indifférent, hein. Non, Mmh. tout à fait. Je crois que c'est vrai, parce que quand les événements récents, ça a bien expliqué, parce que je sais que mon fils n'a pas souffert lorsque l'avion s'est écrasé. Ah, on a peur sur tout ça, parce que bon, la mort, c'est une fatalité. Hein. Je crois qu'il faut démystifier la mort, que ce soit plus un tabou. Il faut apprendre aux enfants. Il faut en parler aux enfants, sans exagérer, bien sûr, mais à chaque occasion, pour être le plus grand naturel. Et puis, dire aussi qu'il y a quelque chose d'après, bon, bah, ça va être quelque chose peut-être. Pour finir, il n'y a rien, bah, donc il n'y a pas de problème. Et puis, il faut rappeler aussi que dans certaines peuplades animistes en particulier, qui sont basées sur le culte des ancêtres, la mort n'est pas un événement dramatique. Et nous, dans nos civilisations évoluées, on la conçoit. Hein. Je pense que la peur de la mort, ça peut être la peur de l'inconnu. Alors, vous me posez la question pour savoir pour les enfants. Eh bien, écoutez, je pense, hein, parce qu'on ne peut pas savoir quand on est au pied du mur, mais à travers peut-être aussi cette expérience de ma mère, et c'est une fatalité, donc ça doit arriver, ça va arriver, bon, pendant votre 40 ans, ça peut leur arriver jeune. Bon, j'espère que Et c'est le plus tôt possible, ce sera mieux. et oui, mais là, après, quand ma mère est morte, après 90 ans, j'étais contente que ce soit pas avant. Mais quand elle est partie, j'avais de la peine, vous voyez. Mais d'un autre côté, je savais aussi, je respectais. Et puis elle est toujours dans votre cœur, Béatrice. Oui, d'abord, elle était dans mon cœur et je respectais parce que je savais que, bon, à 90 ans, elle le souhaitait aussi. Merci, Béatrice. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Béatrice, c'était très important aussi de nous parler des cultures. On va en reparler avec Bernard Baudouin. Merci, au revoir, à très bientôt, Béatrice. Bientôt. Au revoir. Je suis avec Bernard Baudouin et nous parlons aujourd'hui de la peur de la mort, ou au contraire de ceux qui n'ont pas peur de leur mort, ni de leur mort, ni de celle de leurs proches. Alors Bernard Baudouin, on le voyait avec Béatrice, hein, elle nous a parlé de ces différences culturelles finalement. C'est vrai qu'en Afrique, tout est fait pour les ancêtres, on les vénère, on les garde à la maison, rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Ouais, tout à fait, oui, on a perdu un peu ce côté-là. Dire, bon, c'est vrai que notre société s'est beaucoup portée vers l'extérieur, hein, s'est développée vers l'extérieur et un peu oublié au passage tout ce qui étaient les valeurs fondamentales de toute tribu, de toute communauté au départ, à savoir le groupe, le clan, la famille et puis le lien entre les générations aussi. Mais est-ce que justement chez nous, finalement, le fait de ne pas aimer les vieux, on peut le dire, hein, on ne s'en occupe pas, on les laisse seuls, on les met dans des maisons, on ne vient plus les voir, etc. Est-ce que ce n'est pas justement la peur de la mort qui a généré tout ça? Je crois que c'est il y a une déviance qui est terrible parce que je crois que c'est en plus c'est l'image d'une société qui se perd quelque part. Parce qu'une société qui perd ses anciens, les anciens sont quand même les porteurs du savoir. Pour rejeter les anciens, quelque part symboliquement, ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire qu'effectivement, ça va pas beaucoup plus vers la rapidité, vers la jeunesse, vers la beauté,
vers les choses qui ne sont pas encore abouties. Vers l'éphémère. Ouais, exactement, tout à fait. Et puis, vers les choses, on est dans le fast-food, hein, dans l'ère du fast-food. Et par contre, les gens qui ont le savoir, qui ont un acquis, et puis qui sont porteurs aussi de la lignée, je veux dire, qui sont les descendants, qui sont les porteurs, les gens qui ont donné la vie quand même. Je veux dire, ces gens-là, bon, on s'en détache, on ne s'en occupe plus. Alors, c'est plus aussi vrai qu'il y a 20 ans. Et c'est en train de changer. Vous avez vu maintenant certains architectes, d'ailleurs, quand ils vous vendent un appartement, pensent au studio qu'ils mettront sur le palier d'en face, justement, pour y héberger, bon, enfin au studio ou au théâtre, et deux, je ne sais plus, pour y héberger les parents. Ça fait, il y a Pour une, le faire revenir. il y a une réhumanisation. Gabriella, bonjour. Oui, bonjour. Gabriella, vous avez 38 ans. Oui. Jusqu'en 98, tout allait assez bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, en 98, j'ai accouché de mon deuxième enfant et 15 jours après, à peu près, j'ai eu une semaine où j'ai assisté à 3 enterrements. Dans un proche? Alors, pas très proche, non, mais disons que je connaissais bien. Ouais. Et que géographiquement, il n'habitait pas tout à fait à côté de chez moi. Puis voilà, mais bon, j'ai assisté. Sincèrement, et puis, il y a eu un moment où, c'est-à-dire que je me rappellerai bien, j'étais dans la piscine avec les petits et c'était un moment de bonheur total. Ouais. Et alors là, boum, c'est tombé sur la tête. J'ai dit les hommes, ah bah s'arrêter un jour. Tout va s'arrêter, tout ce qu'on fait un jour finira. Tout est éphémère. Et alors là, ça a été la panique. La panique qui a été même physique. Ouais, voilà, vraiment physique avec bon, ça m'a donné des problèmes de tension. J'ai fait de l'hypotension. Voilà quoi, des moments de panique. Et je savais plus après faire la part des choses. Je savais plus c'était comment dire la vie à quoi ça servait puisqu'on allait mourir de toute façon. Et ça vous obstacles depuis? Alors depuis, bon, ça a duré 98 à fin 2000. Oui. Ça m'a obsédée. Ça m'a vraiment obsédée à n'importe quel moment. En fait, c'était Ça vous surtout gâchait le la vie? bonheur, non. Ça vous gâchait la vie, ça vous gâchait vos moments. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce que c'était surtout ça des moments de bonheur. Cette idée noire me faisait peur avec tout ce que ça entoure. J'imaginais la souffrance, la solitude, j'avais peur d'avoir froid dans le cercueil, le néant, tout ça, quoi, l'inconnu, en fait, comme disaient les petits précédemment. Et donc, bon, après, je suis allée voir donc un docteur qui m'a mis sous antidépresseur. Ouais. Et ça s'est bien passé. Oh. Et même depuis, vous êtes sûr tout le temps, j'ai peur de lâcher. Bon, après que je pense que j'aille voir un psychiatre. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas trop de temps parce que professionnellement, je suis assez prise. Mais bon, pour l'instant, j'arrive bien je vis bien, hein, j'ai beaucoup plus de recul, Moins d'angoisse. beaucoup moins d'angoisse, tout va bien mieux, hein. Et est-ce que vous arrivez à penser à la mort de manière sereine ou est-ce que vous n'y pensez plus? Et si j'arrive à la voir comme je la voyais avant, en fait, hein. Parce que moi, j'ai connu la mort en 86, j'ai perdu ma maman qui avait 42 ans. Donc, les morts, je connais ça, je dirais, hein. En plus, moi, ce qui se passe, c'est que, comme je disais aussi tout précédemment, c'est vrai qu'au niveau du culte de la mort, dans nos pays, je trouve que c'est trop noir, trop sombre et tout. On devrait dédramatiser un guillemets parce que c'est fort comme mot peut-être, mais bon, je sais pas, rendre plus joyeuse ce fatalité en fait, parce que c'est tellement noir, enfin, la mort, c'est fini, quoi. Et nous, on fait des enterrements en noir avec des pleureuses. Moi, je suis dans une famille italienne ou alors, sombre et tout. Et moi, je vois sur votre fiche que vous avez envie de vous cacher pour que la main ne vous trouve pas. Ah oui, tout à fait. Et mais le moment de panique, comme je conduis beaucoup, j'aurais été, je me serais fait toute petite et puis rien faire pour voir, voilà, et pour pas pour l'échapper, pour qu'elle me trouve pas, je sais pas, c'était vraiment confus, c'était vraiment des moments de panique intense. Ouais, la gros panique. Ouais. Moi, Bernard Baudouin,
Même chez Gabriella, il y a eu un moment de fragilité quand même, une semaine après un accouchement. J'imagine qu'on est plus sensible, c'est pas beaucoup de choses. Hypersensibilité, Ouais. justement. Et là, il y a eu une fracture, si vous voulez, et c'est des confrontations permanentes qu'il y a entre le fait de vivre intensément, hein, et puis le fait de se projeter dans quelque chose qui est intensément rien, quoi. Enfin, je veux dire, dans l'esprit de beaucoup de gens. Et là, bon, elle a pas supporté cette vision-là, et ça l'a effectivement déconnectée de la réalité, et puis amenant effectivement tout un tas de déséquilibres. Toujours arrivant dans des grands moments de bonheur. Oui, tout à fait, bien sûr, oui, parce que justement, on vit tellement intensément ça, ben, c'est comme l'histoire d'amour, on voudrait jamais que ça s'arrête, on voudrait jamais que, et plus on est certain que ça va s'arrêter, plus c'est douloureux. Et puis, il faudrait, comme le disait très bien Gabriella, qu'on veut dans une société où vraiment la mort, comme elle le disait, italienne, avec les pleureuses qui arrivent en noir et tout le monde est là et chacun C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que ça n'est pas intégré dans la vie quotidienne, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il faut pas, il s'agit pas que ça soit présent en permanence, si vous voulez, mais il faut descendre cette chose-là de son piédestal et le ramener à sa juste mesure, à savoir au même niveau que la naissance, et puis Et on parlait tout à l'heure de ce qui se passait il y a quelques années dans les villages. On en profitait pour réunir tout le monde, pour faire un grand repas où chacun parlait du disparu, chacun allait le voir. Ça fait autrement, hein. et puis même avant, quand vous aviez les grands-parents, les anciens, qui prenaient sur le temps du village, les petits-enfants à qui ils racontaient plein d'histoires, plein de contes et toutes ces choses-là, c'était dans la transmission de la lignée, c'était déjà une préparation à la mort. Et d'ailleurs, sur les bancs des villages, j'ai parlé que de la mort des autres. Tout à fait, maintenant les anciens qui restent, non, qu'on laisse encore dehors, sont sur les bancs et ils regardent passer les voitures. Donc, Gabriella, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, on est ravis de savoir que ça va mieux. Mais tout à l'heure, vous avez soulevé le fait d'aller voir quelqu'un. C'est peut-être aussi une bonne chose, non? Ah oui, je pense, oui, parce que justement, j'ai besoin, justement, et j'ai pas su trouver les gens qui parlent comme ça ouvertement de la mort, avec des yeux plus positifs, je dirais, comme l'auditrice précédente. Ça m'aurait fait vraiment du bien parce qu'en fait, il y a peu de gens qui sont ouverts à ça. Et justement, j'en parlais pas parce que bon, il y en a là, vous avez fait un bel effort, mais vous en avez parlé aujourd'hui. Oh, on espère que ça vous a fait du bien déjà. Tout à fait. Merci, Gabriella. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Un vrai opinion. Tu parles cet après-midi de la peur de la mort. Vous avez peur de votre propre mort. Elle vous obsède. Pour en parler, Bernard Baudouin, écrivain, auteur du livre Pour ne plus avoir peur de la mort, paru aux éditions Ramsey. Oh, bonjour. Oui, bonjour, Brigitte Collin. Bonjour. Voilà, donc, bon, vous avez 35 ans, elle. Voilà, j'ai 35 ans, deux enfants, j'ai 12 et 14 ans. Oui. C'est lui qui a 14 ans, atteint du pathologique et tout le système neuromusculaire. Oui. Avec l'espérance de vie qui se en 20 ans. Et on a appris ce diagnostic lorsque notre fils avait 1 an. Oui. Voilà. Donc, c'est simplement dire que dans notre système, il y a certaines actes de subtilité en permanence. En même temps qu'il faut le pousser, le favoriser, susciter l'envie d'apprendre, lui donner l'envie de découvrir le monde, de grandir, de se former comme n'importe quel autre enfant, de devenir un adulte social, autonome, heureux, indépendant, réfléchi, etc. Tout en sachant, on voit tout ça, tout en sachant qu'il n'est pas qu'il sera adulte, il ne sera plus là. Donc, à la difficulté que rencontrent tous les parents pour éduquer, au sentiment individuel, vient s'ajouter Antoine de fait que de toute façon, ça ne servira pas à grand chose. Et dans ce choix que j'essaie de croquer la vue à pleines dents en famille, il y a à la fois un immense espoir dans la planète que je mets en place au jour le jour et forcément basé sur cet espoir fait. On vit comme si de rien n'était. Et en même temps, en réalité, dans mon cœur, je sais qu'il n'en a plus pour très longtemps. Il en a pour 10 ans, tout au plus. Mais psychologiquement, il y a un décalage qui s'instaure. Vous avez dit que vous avez 2 enfants. Voilà. C'est aussi difficile de vivre avec
les enfants et il faut éduquer l'un et l'autre. Absolument. Et si vous voulez, il faut les élever, enfin moi, si vous faites les choses de la manière la plus normale possible. Évidemment, à mon aîné qui est malade, je lui parle forcément. En revanche, au petit frère, petit à petit, je lui prépare. C'est-à-dire, quand dans notre entourage, il y a un enfant qui décède de la même pathologie, je le lui dis discrètement. Ouais. Quand vous dites qu'à votre aîné, vous ne parlez pas de la mort, votre aîné, c'est ce qu'il a? Absolument. Donc il faut aussi connaît, la gravité de la situation? Oui, je suppose, oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi vous dites: «Je suppose» et pourquoi vous ne voulez pas en parler avec lui? Oh, mais c'est difficile. Il n'est pas tellement plus j'allais dire plus, je pense qu'il doit tout savoir, il doit être conscient de tout ça et Oui, je suppose, mais peut-être que c'est pour moi que c'est plus difficile. ouais. Si je parle de sa mort, si je lui parle de sa mort, il y a, Pas de sa mort, mais de la mort en général. oui, alors de la mort en général, on en parle, Mmh. oh, mais on ne parle pas de la sienne, voilà. Oh et votre mari donc a la même, pêche que vous, cette même, Voilà, et envie de chacun de notre domaine, on gère. Lui, s'occupe beaucoup de sa vie professionnelle, évidemment, ne me met pas de bâton dans les roues quand il s'agit de monter des projets sur un plan familial. J'en ai monté beaucoup depuis que j'ai su qu'il était malade, en fait. Donc, on a fait énormément de choses en famille. On a tout fait en famille, tous les quatre. ouais. Je pense que ça a beaucoup contribué à donner ce large sourire que Sydney a en permanence, qui illumine son visage. C'est un enfant qui est radieux, qui est resplendissant de vie. Oh, c'est drôle, Mais Ève, rien qu'entendre le son de votre voix, on sent quelque part que vous avez acquis une autre dimension, j'allais dire. Est-ce que vous pensez que cette expérience, finalement, vous a tous enrichis et vous a tous fait vivre autrement? Je dirais malheureusement, oui. Et malheureusement, parce qu'on se retrouve confronté à, et en principe, on est confronté 20 ans, 30 ans plus tard avec la mort de nos parents, ou De d'autres, proches? voilà, de proches tout simplement. On n'est pas préparé on n'est pas préparé à savoir que son enfant va mourir à moyen terme. Et qui plus est, on le sait depuis longtemps, donc on aura vécu toute leur vie avec Sydney, sachant qu'il allait mourir. C'est très difficile, hein. Mais d'un autre côté, Ève, avec le recul et avec les réflexions que vous avez eues, est-ce que vous auriez préféré qu'on ne vous le dise pas? En même temps, non, parce que le jour où j'ai su que Sydney était atteint de cette pathologie, je me suis dit en mon fort intérieur, mon coco, ta vie sera courte, mais elle sera intense, accroche-toi. Et vraiment, ça a été ça depuis le départ. Bernard Baudouin, donc elle vient de parler de cette préparation. Nous ne sommes pas préparés à la mort et effectivement encore moins à celle de nos enfants. Ça rejoint On sait que nos parents vont mourir. ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, depuis le début, c'est le problème de préparation. Moi, c'est ce qui m'a interpellé justement pour écrire cet ouvrage et ce qui est intéressant dans ce témoignage, bon, qui est poignant, hein, bien évidemment, c'est la notion de temps. C'est là la grande ambiguïté, c'est que notre société, on dit: «Bon, ça viendra ça viendra à la fin de la vie, ça viendra». Or non, ça peut venir demain, ça peut venir tout à l'heure, ça peut venir dans une semaine. Alors il y a des cas bien particuliers et quelque part entre guillemets spectaculaires, où il y a des dates qui sont à peu près données. Il y a des cas de maladie effectivement. Mais je crois qu'on peut jamais donner de date non plus, hein. C'est tout à fait relatif parce qu'on voit des cas tous les jours qui correspondent pas à ça. Mais ceci étant, le rapport au temps, notre problème fondamental, c'est le problème de la vie et de la mort, mais c'est un problème de rapport au temps. C'est-à-dire qu'on pense toujours, comme disait madame, que ce sera les anciens, ce sera quand on sera vieux, ce sera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Or, pas du tout. Vous avez des gens qui meurent tous les jours, à tous les âges, et ça survient comme ça. Et ce qui est très intéressant dans ce témoignage, c'est que cette personne, effectivement, compte tenu de cette épreuve qu'on vit au jour le jour, si vous voulez, bon, ça lui a donné une autre manière de voir la vie, une autre manière de percevoir la fin de la vie, et que brusquement sa vie s'est enrichie. Ça vous avez dit ça tout à l'heure. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait mon propos, moi, quand effectivement j'interroge plein de gens, c'est de montrer que en donnant un autre sens à la mort, on donne véritablement un autre sens à la vie. Oui, mais je recommence avec ma question. Bernard Baudouin, comment peut-on se préparer? Qu'est-ce qui sera, je ne pas dire pas idéal parce que j'imagine qu'il n'y a pas de mieux, il y a que du moins pire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se préparer? On n'y est pas préparé. Que pourrait-on envisager pour se préparer? À part lire votre livre. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je crois qu'il faut être en quête. Il faut être en quête, il faut chercher les choses
qui viennent nous amener de la paix, de la sérénité et qui viennent réconforter à ce niveau. Ça peut être des toutes petites choses, si vous voulez. Ça peut être plus proche des gens avec lesquels on est, être plus impliqué dans les choses que l'on fait, si vous voulez. Mais c'est être aussi plus proche des anciens, comme on disait tout à l'heure. C'est aussi peut-être donner un autre sens aux actes et aux choses que l'on vit tous les jours, si vous voulez. C'est-à-dire que dans la mesure où on sait que ça va se terminer et que c'est incontournable, on a quand même la possibilité de choix, on a le libre arbitre qui fait que, bon, on peut aller vers des choses qui sont plus importantes, plus intéressantes. Mais est-ce que le fait de communiquer, elle nous le disait, dès qu'il y a un dossier, elle en parle à son président de justice. Donc, est-ce que rien que le fait de parler, c'est déjà énorme? Tout à fait, de parler et de montrer et de montrer. Bon, tous les spécialistes aussi le démontrent aujourd'hui. Bon, à une époque, dans le milieu du siècle précédent, par exemple, on cachait les enfants, on emmenait les enfants quand il y avait un décès dans une maison, on l'emmenait dans une autre pièce ou même chez un voisin. Même en vacances, En vacances, tout ça. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il faut absolument pas parce que ça crée des traumatismes, parce que la personne qui s'en va, si vous donnez pas de réponse à l'enfant, ça va durer pendant des années. Vous semez quelque chose qui va créer un traumatisme. donc en parler, Maintenant, montrer. on sait qu'il faut en parler. À partir de 7 ans, un enfant peut comprendre. Avant, il assimile ça plutôt au dessin animé et la personne qui meurt se relève, et ainsi de suite. Donc par contre, On va après, vers 7-8 ans, voilà, ça change. tout à fait. Alors à partir de là, il y a une vraie conscience, une vraie perception. Il faut montrer, il faut expliquer, il faut même aller aussi, on le sait maintenant, jusqu'à l'enterrement pour qu'il y ait un lieu. Il y a un lieu du corps, il faut poser tout ça dans l'esprit de l'enfant comme des adultes, de manière à ce que ça soit une affaire classée. Sinon, ça ne se classe jamais et on apprenne ça toute sa vie. C'est-à-dire c'est le problème du deuil dont on parlera probablement, qui c'est les gens qui font jamais le deuil de toute leur vie de quelqu'un qu'ils ont perdu il y a des années, pas. Ils sont jamais en paix. Donc déjà, pour se préparer, en parler, montrer et de tout. Il faut leur emmener pas d'accord Parler de la vie, il faut pardonner la mort, je crois, toute terrible qu'elle est, dans la vie. Et quand il faut accepter que ça arrive tous les jours à des gens. Et c'est vrai qu'il y a rien de pire que de perdre un proche, que de perdre un enfant aussi. Mais ça doit vous interpeller aussi dans la manière de vivre votre vie. en parler et peut-être aussi essayer de changer les images, de montrer donc la mort toujours en noir, le diable, les flammes, la souffrance, le trou noir, Ça, quoi. c'est de la mystique, hein. Peut-être avoir cela lumineux avec de belles couleurs. Ève, Oui. Ève, vous vous êtes préparée et là vous avez été obligée, j'imagine, de le faire seule, mais on vous a aidé. Oh, je me suis été Ouais. entendu. Écoutez, on est une famille soutenue et dépassée par les médecins, notamment grâce aux psychothérapeutes, aux médecins psychiatres, etc. Ils sont formidables. Heureusement qu'ils sont là. Et vous avez trouvé une équipe formidable. Oui, malgré que l'on ait beaucoup déménagé. Je voulais encore rajouter une petite chose que je trouve extrêmement intéressante, ce que disait Sébastien. Moi, en effet, j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 5 ans et effectivement, elle a disparu comme dans un dessin animé. Elle s'est volatilisée et on n'en a plus jamais parlé. Et du coup, lorsque le grand-père des enfants est décédé, le petit frère avait 7 ans et j'ai souhaité lui montrer son grand-père est mort, de sorte que son grand frère ne sera pas le premier mort qu'il voit. Je crois que c'est très important, effectivement. Et ça s'est très bien passé. Pour lui, il dormait, voilà. Et puis je crois qu'il faut continuer à en parler et en parler autrement. Mais je pense que c'est sûrement pas nous qui avons des leçons à vous donner. Je crois que vous avez un tel courage et puis une telle force de vivre que c'est important. Merci beaucoup pour votre appel. Merci, au revoir et puis au revoir. Et puis bonjour, Oui, bonjour Brigitte. Et bonjour à votre invité, Bernard Baudouin. Bernard Baudouin. Eh bien, écoutez, moi, après le témoignage d'Ève, déjà, je suis assez retournée parce que je me sens encore plus coupable d'être tellement terrorisée par ma propre mort après avoir entendu ce témoignage. Mais en fait, bon, bah, c'est la réalité, c'est ce qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est le fait de pas accepter du tout le fait d'être mortel et surtout de pouvoir mourir avant d'avoir bien vécu. C'est vrai que ça s'est renforcé depuis que je suis devenue maman. J'ai deux enfants. Quel âge avez-vous, Odile? J'ai 34 ans. Oui. Et donc vous êtes devenue maman il y a combien de temps? Et ben, c'est un enfant de 5 ans et un de 3 ans. Oui. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours eu des angoisses par rapport à la mort et pourtant je n'ai jamais eu, à part des grands-parents qui sont décédés âgés, j'ai jamais été confrontée par vraiment à la mort. Donc, j'ai pas d'explication, mais en tout cas, c'est quelque chose pour réflexion. C'est quelque chose de très difficile pour moi à accepter. On dit souvent que le seul fait de vivre, c'est prendre un risque. Donc, le fait de vivre, c'est aussi un jour mourir. Et ça, c'est vraiment la phrase que j'arrive pas à admettre.
Et bon, c'est vrai que c'est un vrai tabou pour moi, la mort, et le fait d'en parler aujourd'hui, c'est très émouvant pour moi parce que même le mot mort, je ne prononce jamais vraiment. J'évite toujours dans toutes les conversations de prononcer ce mot qui me fait peur. Et cette angoisse était accentuée à la naissance de votre premier enfant? Et c'est vrai que là, à partir du moment où mon fils est né et qu'il m'a inscrit après, je me dis: «Mais je ne peux pas mourir, c'est pas possible, parce que je peux pas laisser». Donc vis-à-vis d'eux, vous vous sentez responsable? Ah ben complètement, complètement. L'idée de qu'il est plus leur maman et qu'ils souffrent, c'est quelque chose pour moi, c'est insurmontable. Je peux pas admettre ça, et donc je fais tout pour occulter cette idée. Mais il faut que je vous dise que je suis très hypocondriaque. Ouais. C'est-à-dire que, bon, je m'imagine ma souvent avoir des maladies que je n'ai pas. On va vous rassurer, Odile, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Nous avons des gens beaucoup autour de nous. J'avais entendu une émission justement que vous aviez fait sur la hypocondrie, et ce qui m'avait surpris, c'est que justement les invités, enfin oui, les témoins ne parlaient pas de cette peur de la mort. Or pour moi, mon hypocondrie, pourquoi j'ai peur de la maladie? Elle est sous-jacente. Voilà, c'est parce que j'ai peur de la mort ici, quoi. Donc et j'aimerais tellement pouvoir surmonter cette peur, vivre normalement, et puis Mais ils empêchent de vivre normalement. bah, disons que non, parce qu'il y a vraiment un mais là-dedans. C'est que je me dis, trop souvent carpe diem, la vie est belle, profite à fond, je suis quelqu'un de gai, quelqu'un de très enthousiaste et dynamique. Donc mais dès que je pense un peu trop, je me dis: «Mais si ça s'arrêtait, ça serait affreux, quoi». Puis là, je m'imagine proprement, j'imagine mes proches, malheureux, je vois leur visage autour de mon cercueil. Enfin, c'est affreux, quoi. C'est quelque chose, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi je ressens ça, pourquoi. Bernard Baudouin, on a entendu depuis le début du témoignage d'Odile plusieurs fois: «J'ai peur que les autres soient malheureux. J'ai peur pour mes enfants. Comment ils vont faire pour vivre sans moi?» C'est vraiment, on a l'impression que c'est plus le fait des autres que de sa propre mort à elle et la tristesse des autres. Et d'ailleurs, dès qu'elle a eu ses enfants, ça a accentué cette peur de la mort. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, dès qu'on a des enfants, tout à coup, la vie prend une autre dimension. Tout à fait, ça prend une autre dimension et puis bon, là, il y a une espèce d'extrapolation, de transfert, si vous voulez, où effectivement elle reporte sur les autres, ses propres angoisses, en fait, et ça permet de se libérer un petit peu elle, en pensant d'abord aux autres, et plus elle pense au malheur qu'éprouveront les autres, face à sa propre mort, moins elle pense uniquement à sa propre mort, si vous voulez. Bon, Mais ce qui est intéressant, c'est que, on le voit encore dans ce témoignage-là, c'est que, les gens qui ont peur sont des gens qui ont peur que ça ne dure pas, que la vie ne dure pas. Et là, il y a un gros problème parce qu'en fait, on nous apprend, on est dans une société notamment aujourd'hui en France, en Occident, où on est quand même plutôt basé sur la matière, sur les choses concrètes, matérielles, on croit ce qu'on voit, donc les choses qui rationnel. voilà, tout à fait rationnelles. Or, il y a quelque part une grande escroquerie intellectuelle parce qu'en fait, rien ne dure jamais. Vous savez bien, je veux dire, au bout de tous les 7 ans, on change toutes nos cellules, et puis quand vous perdez aussi des gens dans votre famille ou des proches, vous changez. Je veux dire, vous n'êtes plus jamais le même. Mmh. C'est quelque chose qui vous arrache. Je veux dire, bon, moi j'ai vécu effectivement la perte d'un enfant aussi. Je veux dire, c'est quelque chose, vous ne vous en remettez jamais, vous êtes forcément tout à fait différent, et c'est une petite mort. Il y a même des gens qui disent que chaque nuit est une petite mort dans la vie. Hein, c'est-à-dire, bon, ceci étant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on nous inculque qu'il y a une permanence, que les choses durent, que les choses sont concrètes, alors qu'en fait, non, tout est impermanent. Je veux dire, vous prenez la nature de l'atome, c'est des choses qui sont en vibration, et ça change sans arrêt. Donc on devrait se dire en permanence que rien n'est permanent. Rien n'est permanent, oui, ça ne dure pas. Je veux dire, les choses qui durent, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est toujours en mouvement, c'est toujours en changement, mais ça a un bon côté aussi, c'est-à-dire que c'est sans cesse en renaissance aussi. C'est-à-dire que c'est comme un amour, je veux dire, on est obligé de réalimenter sans arrêt, sinon les choses qui s'évaporent. Et mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne fait pas des enfants justement pour pallier le problème et pouvoir assurer une continuité Il y a beaucoup de gens, ils voient la manière, alors c'est une conception abstraite aussi, physique aussi, mais abstraite, de dire: «Bah, je vais laisser une trace quelque part, je contribue à ce que», mais ça ne rassure qu'un temps. Mmh. Ça ne rassure qu'un temps parce qu'à un moment donné, on se retrouve forcément confronté aussi et à la possible mort des enfants et à son propre départ. Et Odile, vous nous avez parlé donc de votre propre mort qui vous angoissait donc terriblement, Oui. et vous avez envisagé celle de vos enfants? Mais justement, en entendant elle, je me dis que c'est la chose la plus horrible au monde.
justement, devenant maman, j'ai découvert vraiment les sens profonds de ma vie et je peux pas envisager de ne pas être, enfin, les personnes qui me disent je n'ai pas envie d'être mère, déjà, je peux pas les comprendre à la base. Donc, le fait de perdre un enfant, je pense que c'est la pire des choses au monde. Oui, j'ai l'impression qu'on s'en relève quasiment jamais, et donc, cicatrice toujours béante. On se relève et demain, notre émission sera surmonter l'impossible, réussir à surmonter l'impossible. Et nous aurons beaucoup de témoignages de personnes, j'imagine, qui auront réussi à surmonter ce qui nous paraît toujours impossible au départ. Merci Odile pour votre appel. Merci, bonne journée, au revoir. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, d'abord, je tenais à vous remercier, vous nous avez envoyé un fax, ce qui n'est pas banal, parce que Oh, bah disons, c'est un petit poème que j'ai écrit en ce moment, parce qu'on est en période littéraire, si j'ose dire. oui. J'ai écrit sur pas mal de choses, et la mort fait bien entendu partie des choses qui me reviennent souvent à l'esprit, quoi. Moi, j'aimerais que vous nous lisiez, note de l'auteur à la fin, s'il vous plaît. Pardon? J'aimerais que vous nous on va pas lire tout le poème. Ah oui, la note de lecteur. Oui, la note de l'auteur. Oui, alors donc, sans parler du poème pour l'instant. On va dire que le poème donc est sur, Oui, le poème, c'est la comparaison avec les animaux qui, eux, a priori, ne se rendent pas compte qu'ils vont mourir, alors que leur sort est souvent scellé à l'avance, alors que les hommes, eux, le savent depuis leur plus tendre enfance. voilà, et la note de l'auteur à la fin. Voilà. Et alors, la note de l'auteur, c'est juste stipulé ainsi que vous l'aurez compris, dans le sujet traité ici, la mort n'est que la délivrance, la peur, une perpétuelle souffrance. Bernard Baudouin, je trouve que c'est Ouais, c'est un résumé, hein. Allô? est-ce qu'elles sont en coïncidence avec tout ce que vous nous dites? La mort n'est que la délivrance et la peur une perpétuelle souffrance. En fait, Il y a que le problème, finalement. le problème, c'est pas la mort. Le problème, c'est comment on vit cette approche de la mort. Parce que la mort en elle-même, techniquement, c'est quelque chose qui se passe, à moins, à part pour les gens qui sont vraiment dans des problématiques graves au niveau de la maladie, mais techniquement, le moment de la mort, si vous voulez, techniquement, quelque chose qui s'arrête, et puis point. Je veux dire, par contre, tout ce qu'il y a avant, effectivement, l'idée que ça s'arrête, ça, c'est ça qui génère la souffrance, et c'est justement sur cette souffrance qu'on peut travailler, de la manière de gommer ça, justement en travaillant sur le fait qu'il n'y a pas de permanence, qu'on peut être plus proche des gens, qu'on peut plus vivre. Il n'y a pas de hiérarchie, Il n'y a pas de hiérarchie, tout à fait. Et il n'y a pas de puis, logique, de cohérence. il y a des gens qui, par là-dessus, viennent rajouter du spirituel, et qui, là, peut les aider aussi à penser qu'il y a d'autres choses. Oh. Jean-Pierre, Oui, si ce n'est pas indiscret, quel âge avez-vous? 58. D'accord. Et vous avez peur de la mort? J'ai peur, oui, je pense comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas faire le gloriole. Mais enfin, véritablement, je suis heureux d'avoir fait des enfants un peu sur le tard d'ailleurs. J'ai l'impression de remettre en flambeau quand même. Donc la mort, à mon avis, est plus facile à supporter. Alors là, Jean-Pierre, ça vient de soulever une autre problématique. Les gens font des enfants de plus en plus tard. Et il vient de le dire, hein. Je suis content d'avoir fait des enfants de plus en plus tard, comme ça, j'espère, en gros, ne pas les voir mourir, quoi. Et ça aussi, ça fait partie d'une nouvelle manière de fonctionner. Oui, relativement, mais bon, ceci étant, si on pioche un petit peu, c'est un petit peu abstrait et un petit peu intellectualisé aussi, parce qu'on n'a aucune garantie. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait Ouais, un il y a enfant. pas de logique, il y a pas de cohérence. Voilà, tout à fait. Je veux dire, bon, on se rassure quelque part en pensant que, mais ceci étant, pourquoi pas? Ça peut être aussi une chose qui vous aide à vivre. Bon, finalement, tout ce dont parlent ces gens, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour les aider à vivre et pour les aider à vivre mieux ces moments-là et l'approche de ce moment-là. Et Jean-Pierre, Oui. vous avez écrit de nombreux autres poèmes sur la mort? Ah, j'en ai d'autres éventuellement, oui. Si vous voulez, je vous les facterai. Vous n'avez facturé, oui. C'est quand aussi beau, c'est utile. Mais enfin, moi, je pense que toutes vos émissions vont pas porter uniquement là-dessus. Mais non, mais nous, ça nous intéresse d'avoir Non, vu mais ça ça m'intéresse avec votre pas. poème. Les autres textes qui sont sur lesquels la mort est partie prenante, quoi. Voilà, parce que finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas ne pas y penser. Elle est quand même présente à tous les moments de notre Ah, elle est présente, elle l'est d'autant plus lorsque l'on perd ses propres parents, ce qui m'est arrivé il y a une dizaine d'années. vie. C'est vrai qu'à ce moment-là, on est en plein dedans. Mais après, on refait surface, bien évidemment. Et puis on l'a tous les jours, on est confronté tous les jours autour de soi, en allumant en tenant le de la télé. Oui. Ça, c'est clair. Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu la gentillesse de me consulter. Oui, et Je ne merci. manquerai pas de vous recontacter les dernières choses Voilà. pour compléter votre dossier. Merci. Au revoir Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous, Bernard Baudouin, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, pour ne plus avoir peur de la mort, paru chez Ramsay.
dans lequel il y a plusieurs points de vue des médecins, des psychanalystes, des philosophes, enfin, une enquête très complète. On y parle aussi de la religion et puis vous essayez de donner, j'allais dire, quelques clés. Oui, quelques clés, quelques ouvertures, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui s'interrogent, qui sont un peu perdus, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et je pense qu'il y a des pistes. Il y Oui. a des pistes, hein. Alors bon, il y a des pistes qu'on connaît habituellement, qui sont les pistes spirituelles, mais il y a aussi des pistes dans le médical, il y a des pistes dans les associations. Merci encore d'avoir été avec nous.